Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Télévision et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Les 9 corps des personnes décédées suite à l'éboulement de la décharge de concasseurs ont été restitués à leur famille cette semaine à la morgue de l'hôpital national Ignace Dine. Les parents des victimes et autres responsables ont pris part à cette cérémonie. Le compte rendu, c'est avec Ba Mamadou Alpha. 24 heures après le drame du compost du quartier concasseur dans la commune de Ratoma, 9 corps des victimes ont été remis ce mercredi à leurs différentes familles pour les funérailles. Le directeur général du CHI d'Ignace Dine revient sur la catégorie des personnes décédées. Il y a, comme je vous l'ai dit tantôt, 9 corps. Il y a 3 hommes adultes, il y a une femme adulte enceinte et il y a 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y a un garçon et 4 filles. Parmi les 4 filles, il y a un bébé nourrisson. Vraiment, c'est un grand drame. Ils sont vraiment très consternés. Il a ajouté aussi que le personnel de son établissement s'est fortement mobilisé pour recevoir ces dépouilles pour la sanitation. Tout le monde s'est mis à la disposition de ces corps. On les a pris, on les a mis dans les chambres froides. On a organisé la préparation des corps, de linceul et tout. Monsieur le gouverneur de la région de Campé a payé le prix des linceuls. Les collectes funèbres ont été pris en charge par l'hôpital national Yassine, les chambres froides également. Seule la consternation et la désolation se lisaient sur les visages. C'est le cas d'ailleurs du chef des cabinets du ministère de la Santé qui a aussi regretté cet événement malheureux. En tant que femme, d'abord en tant qu'individu, nous sommes vraiment consternés par ce drame qui est arrivé ces jours-ci à Conakry. Le ministère de la Santé l'est également. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, lui aussi a effectué une brève visite à la morgue avant la levée des corps. Selon nos informations, les 8 blessés admis à l'hôpital de Donka se trouvent hors de danger. Sur le terrain, les recherches se poursuivent et pour le moment, 4 personnes seraient toujours portées disparues. On reste avec Ba Mamadou Alpha pour parler des faits proprement dit. Vous le savez, ils se sont déroulés le mardi dernier quand d'énormes pluies se sont abattues sur Conakry et qui ont provoqué l'éboulement de la décharge principale à Dar es Salaam. On revient sur lui. On va suivre. Le compost du quartier concasseur dans la commune de Ratoma n'a pas pu résister aux pluies diluviennes des dernières 24 heures. La montagne d'ordures a cédé ce mardi matin sous l'effet des averses. Des concessions ont été endommagées, faisant des victimes. Ici la désolation dans les différentes familles. Kaira Mai, Habi Mai, Aya Mamadou Mai, Alpha Bailo Mai, Alpha Bailo Mai, Mariama Mai, Modi Mariama Mai. Au total, on a reçu 5 corps, donc 2 femmes et 3 garçons. Et nous avons reçu 6 blessés au total. Maintenant, on a appelé au secours, les ambulances sont venues, les corps, d'abord on a envoyé les blessés. Pendant que des jeunes de la localité s'activaient sur le terrain pour extirper des survivants des décombres, les proches des personnes décédées s'alarmaient et accusaient les responsables de la décharge d'être à la base de ce drame. On leur a toujours dit d'arrêter de mettre les ordures ici, car c'est les hommes qui y habitent. Mais comme ils veulent nous tuer, on laisse Dieu faire le jugement. Depuis fort longtemps, l'État devrait jouer son rôle. Mais regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Et si ça continue comme ça, les Guinéens vont perdre. Combien de Guinéens habitent dans ces milieux? L'État ne fait rien. Et si c'est comme ça, on ne peut pas vivre comme ça. On a perdu des frères et ses enfants. Je suis touché quand même. Je suis touché, franchement. Si l'État ne joue pas son rôle, nous, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Le président de la délégation spéciale des Ratoma lui-même a dit avoir attiré l'attention des autorités sur ce danger
mais sans aucune suite favorable. On s'est adressé aux différentes autorités pour dire que cette décharge, c'est un risque. Et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, c'est un risque, c'est vrai que c'est un risque. Et les éboulements, c'était un risque depuis longtemps. Donc on l'a dit, mais on est en train, d'après les autorités, de prendre des dispositions pour que cette situation change. Pour le moment, on prend des dispositions, on n'a pas pris de dispositions. Au moment où nous quittions le lieu, aux environs de 15 heures, des agents de la police, de la gendarmerie, de la Croix-Rouge, appuyés par des volontaires, étaient fortement mobilisés pour la recherche d'autres éventuels survivants ou cadavres. L'éboulement de la décharge de la minière continue donc d'alimenter les débats des acteurs politiques et de la société civile. Se prononce aussi sur la question. Le président de l'Union des forces républicaines, Sidya Touré, estime qu'il faut mettre en œuvre les recommandations de la Banque mondiale qui ont exigé depuis 20 ans la délocalisation de ce dépotoir. Dr Dansa Kourma du CNOX, lui, sollicite une enquête pour situer les responsabilités. Voyons tout cela avec Sa Aluyambounou. Jusqu'à ce matin, les équipes de secours poursuivaient les fouilles pour retrouver d'éventuels nouveaux cadavres ou survivants de l'éboulement qui a endeuillé plusieurs familles au quartier d'Arsalam dans la commune de Ratoma. En attendant le bilan final de ce drame, acteurs politiques et de la société civile expriment toute leur indignation face à cette situation qui est loin d'être surprenante aux yeux du président du CNOSC. En toute honnêteté, je ne suis pas surpris parce que ce dépotoir de concasseurs, il y a même un journaliste qui a fait un grand reportage là-dessus, était une menace sérieuse contre la sécurité des personnes qui vivaient aux environnants. En plus du gaz toxique que ça contenait, mais aussi les montagnes d'ordures pouvaient à tout moment tomber, n'est-ce pas, sur les maisons et sur les habitations. Les autorités sont certes restées conscientes, mais des dispositions n'ont jamais été prises. Et si elles l'ont été, c'était pour une courte durée. En 1997, nous nous sommes attaqués à ce problème de l'assainissement. On a ramassé les ordures. C'est à ce moment que nous avons créé la SPDT qui est toujours là et qui était normalement chargée du ramassage des ordures. Et dans le cas de ce programme, il avait été déjà prévu de délocaliser cette décharge et de l'amener au-delà de Kagbelin. Des recherches avaient été effectuées à ce niveau. Nous avons obtenu un financement de 5 millions de dollars du côté des ONG et autres américaines. Et nous avons commencé à faire les travaux, les recherches et tout. Et quand je suis parti, je crois que cet argent a été remis au gouvernorat d'alors, qui n'a rien à voir avec le gouvernorat d'aujourd'hui. On en a fait une affaire de campagne électorale et le projet a été abandonné. Le projet a été enterré, la montagne d'ordures a grandi et a fini par céder sur les habitations, faisant des dégâts humains et matériels. Pour le président du CNOSC, une enquête doit être menée pour situer les responsabilités. Dansa Kourma dénonce également ce qu'il appelle le laxisme du gouvernement. Combien de journalistes ont fait le reportage sur cet endroit? Combien de gouverneurs qui se sont succédés, qui ont réalisé les conséquences de ce combat sur la population? La récréation est terminée. L'État doit assumer toute la responsabilité, n'est-ce pas, de son laxisme par rapport à la gestion de la sécurité des populations guinéennes. On ne peut pas accuser d'emblée les collectivités parce qu'ils n'ont pas les moyens. On met en place les collectivités, on les transfère des compétences, ils n'ont jamais les moyens de mettre en œuvre ces compétences-là. Tous les moyens sont centralisés au niveau du gouvernement et le gouvernement n'est pas soucieux des conditions de vie de la population. Je demande une fois encore, avant toute chose, qu'une enquête soit menée et que les responsabilités soient situées. En attendant les résultats de cette enquête, les familles continuent d'enterrer les morts et le gouvernement tarde encore à matérialiser ses ambitions. Et ce drame est aussi commenté dans les rues de la capitale. Des citoyens rencontrés par notre rédaction ont d'abord présenté leurs condoléances les plus attristées avant d'interpeller l'État et les habitants riverains, chacun à prendre ses responsabilités. Des propos recueillis pour vous par Saloum Kondé. Je présente mes condoléances aux familles éplorées, à toutes les familles qui ont perdu des parents, des proches, lors de cet éboulement que le quartier Concancer, secteur Combos, a connu hier. Ce que moi j'aimerais dire par rapport à ce qui s'est passé hier, il faut dire aux populations d'éviter d'habiter ces zones pareilles parce que c'est des zones à haut risque. Mais quel que soit
les sensibilisations, quels que soient les messages qu'on véhicule, il y a des gens qui s'entêtent, qui occupent ces zones de façon légale ou illégale. Donc j'appelle à la responsabilité de l'État. Il faudrait que l'État soit en avance par rapport à la population. L'État doit être visionnaire. Nos chefs doivent être visionnaires parce que l'auteur des ordures à Konkanser a atteint un niveau d'un immeuble de 7 à 8 étages. Donc c'est inadmissible qu'on puisse encore avoir une telle quantité d'ordures en pleine ville de Conakry. Bon, d'abord, je présente toutes mes condoléances à la famille attristée. Moi, la solution que je trouve par rapport à ça, c'est le déguerpissement des riverains. Il faut les déguerpisser, ça c'est obligatoire. Depuis au régime de feu Lansana Conté, ce sont des riverains qui ont été dédommagés. Ça fait longtemps. Quand ils ont reçu leur somme de quitter, ils ont refusé de quitter, ils ont resté. Ils sont restés, dire que l'État ne viendra pas, bon, l'État ceci, cela, mais ça c'est faux, ils ont été dédommagés, ils doivent quitter. Dès le premier jour, ils ont reçu l'argent pour leur dédommagement, mais ils ont refusé de quitter. Moi-même, j'ai été victime pour le cas de Kaleta, parce que là où moi j'étais habité, c'était à peu près à 500 km de là où le drame s'est passé. Quand Kaleta était venu, Kaleta a dédommagé tout le monde, mais jusqu'à présent, les gens n'ont pas accepté de quitter. Maintenant, au cas où il y aura un drame électrique sur cet endroit, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas accuser l'État. L'État s'est acquitté de ses devoirs. Ils ont été dédommagés. Mon cri de cœur, ce n'est que la tristesse. Parce que chaque Guinéen qui perd la vie par les calamités naturelles est une tristesse énorme. À plus forte raison par l'effet d'une décharge. Et cette décharge existe depuis le temps colonial. Donc il est impérieux et nécessaire de la faire délocaliser maintenant. Puisque depuis nos indépendances jusqu'à aujourd'hui, l'environnement même de la décharge a été occupé, certainement illégalement ou légalement, mais tout ce qui reste demeure. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus adapté que la décharge reste en place là-bas. Donc il est important et impérieux pour l'État de trouver les voies et moyens pour faire délocaliser cette décharge-là. Au risque d'avoir régulièrement ces cas pareils à chaque hivernage, puisque la décharge est montée presque à une hauteur de plus de 7 immeubles. Autre chose dans cette rétrospective de la semaine, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts a tenu cette semaine l'atelier de validation des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres. À travers cette rencontre, le département compte équilibrer les superficies des terres dégradées et celles restaurées. Le compte rendu est signé Li Mariam Bailo. Ces dernières années, un constat révèle l'avancée significative de la désertification à travers le monde. Particulièrement en Afrique, l'érosion, l'ensablement ou encore la déforestation sont entre autres causes citées par des spécialistes de l'environnement. Et dans le cadre de l'atteinte du développement à l'horizon 2030, le département de l'environnement, des eaux et forêts, en collaboration avec le PNUD, a initié cette journée d'échange afin de définir les cibles de neutralité en matière de dégradation des terres. Nous sommes dit qu'il faut près de 150 000 hectares qu'il faut reboiser pour pouvoir atteindre la neutralité en Guinée. Depuis bien longtemps, nous avons des problèmes pour déterminer le taux de dégradation des terres en Guinée. Cette donnée, vous ne la retrouverez nulle part. Et je suis très heureux de vous dire qu'à l'issue de cet atelier, nous aurons un chiffre que nous allons partager avec les experts sur le terrain et que nous serons amenés à amender au fur et à mesure. Parce que les données que nous avons pu obtenir, ce ne sont pas des données nationales, c'est des données par défaut, des données que nous avons pu avoir avec les systèmes internationaux. Et pour faire face à cette préoccupation, la mobilisation des ressources financières auprès des partenaires s'avère nécessaire. L'argent, les ressources ne peuvent pas nous trouver à la maison. Nous devons bouger, travailler. C'est un travail de fond qu'il faut faire parce que quand vous devez aller vers quelqu'un, il faut pouvoir ou savoir lui présenter le mal pour qu'il vous aide effectivement à guérir le mal. Mais si vous ne savez pas présenter, vous ne savez pas monter un dossier consistant, vous ne bénéficierez pas de financement. Bien que cette année, la campagne de reboisement soit à son terme, la ministre de l'Environnement nous a laissé entendre qu'un quota a été fixé à chaque préfecture pour l'atteinte des objectifs durables.
Politique à présent, dans cette rétrospective de la semaine, les membres du Front pour l'alternance démocratique signent leur retour dans l'opposition républicaine. L'annonce a été faite cette semaine lors d'une plénière tenue au quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée, un combat qui fait suite aux multiples pourparlers engagés entre les acteurs de l'opposition guinéenne qui décident de s'unir pour l'alternance démocratique. À l'issue de la rencontre, la question de la CENI et l'état d'avancement des accords politiques du 12 octobre dernier ont été également abordés. Compte rendu Oumar Sow. Désormais, l'opposition républicaine décide de taire toutes les divergences afin de repartir sur de nouvelles bases politiques. Des dissemblances intervenues sur le point 2 de l'accord du 12 octobre dernier, mais aussi sur les séries de manifestations qu'avait effectuées l'opposition républicaine. Selon son porte-parole, c'est face à ces interprétations qui ont aussitôt attiré l'attention des uns et des autres comme des signes qui pourraient déstabiliser l'opposition que les membres de cette frange politique ont décidé de finir avec les guéguerres. Nous avons décidé donc de taire toutes ces divergences, de tourner la page de ces petits conflits internes et de faire en sorte qu'à l'avenir, toutes les divergences qui sont inévitables au sein de toute entité, quelle qu'elle soit, depuis la famille jusqu'aux grands ensembles politiques, que toutes ces divergences soient réglées à l'interne au lieu d'être exposées sur la place publique et notamment par voie de médias. Une cohésion que l'opposition républicaine entend renforcer tout en évitant les erreurs du passé liées aux attaques personnelles. En deuxième point, le porte-parole Aboubakar Silla a fait le compte-rendu de l'évolution et des décisions prises lors de la réunion du comité de mise en application des accords du 12 octobre dernier. La CENI s'est engagée d'une part à mettre à la disposition de la classe politique, de la société civile et de tous les compétiteurs électoraux un projet de chronogramme qui va leur être donc soumis et qui sera discuté, qui va donner lieu, après prise en compte de certains amendements, à un chronogramme définitif que nous attendons dans les jours à venir pour l'organisation des élections locales. Au cours de cette 14e session du comité de suivi, la CENI, institution chargée de l'organisation des élections en Guinée, s'est également engagée à initier très rapidement des démarches auprès du ministère de l'économie et des finances pour lancer un appel d'offres en vue du recrutement de l'opérateur qui va être chargé de l'audit du fichier électoral, a conclu le porte-parole de l'opposition républicaine. L'éducation guinéenne est en crise. En tout cas, c'est le point de vue du secrétaire général du PDGRDA reçu cette semaine dans l'émission La Tribune de l'actualité plus le fils de l'ancien président de la République, Ahmed Sékou Touré. En plus de l'éducation, s'est aussi prononcé sur le train de vie des Guinéens et d'autres sujets qui sont les plus préoccupants. Le décryptage a été fait pour vous par Bontrabi Keïta. L'éducation, la cherté de la vie en Guinée sont entre autres sujets qui préoccupent Mohamed Touré. Cette éducation qui d'ailleurs depuis des années régresse selon certains observateurs. Les résultats des derniers examens nationaux en font foi certes, mais pour Mohamed Touré, ces résultats expriment exactement le niveau moins de l'apprenant guinéen. J'estime que l'éducation guinéenne est en crise. Et je pense que les 27% qui sont reflétés sont beaucoup plus proches de la réalité, ce qui est une très bonne chose. J'en félicite le département chargé de ce travail, puisque nous pouvons changer une réalité qu'en l'appréhendant réellement. Autre sujet débattu, le niveau de vie du Guinéen. Une situation qualifiée de faible et très pauvre par Mohamed Touré. La réalité, c'est que le niveau de vie des Guinéens est extrêmement faible. La pauvreté, elle est pratiquement endémique. Et il faut avoir le courage de faire un diagnostic correct et de cesser de s'accrocher à des indicateurs qui ne montrent pas la réalité de notre existence. Pour le secrétaire général du PDG-RDA, une frange de la population serait épargnée de cette cherté de la vie, puisqu'elle vit de tricherie et de détournement au détriment du citoyen lambda. Le niveau de vie du cadre de la hiérarchie A, quand on le prend par rapport à son salaire, on se rend très bien compte qu'il peut à peine vivre de son salaire, lui et sa famille. C'est une réalité. Donc, il y a une compensation quelque part
et qui n'est pas orthodoxe, qui n'est pas lié à des revenus normaux qu'il peut avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde triche quelque part, que tout le monde se débrouille quelque part. À en croire Mohamed Touré, les appréciations de l'indicateur macroéconomique sont ce qu'elles sont, mais force est de reconnaître que la redistribution de la richesse reste désirable. L'opération de recensement et d'identification biométrique additionnelle des pensionnés contractuels temporaires et des agents en attente d'enrôlement a été lancée cette semaine. Cette opération se trouve actuellement à la phase de recensement des personnes concernées. L'activité vise à assainir le fichier de la fonction publique en éliminant tous les fonctionnaires en situation irrégulière. Soirée Boubacar. Suite aux résultats significatifs de la première phase de la biométrie, le gouvernement guinéen a jugé nécessaire d'achever le projet en accordant une seconde chance aux non-recensés. Ceci dans le but d'améliorer la gouvernance administrative à travers l'assainissement des finances publiques et la moralisation de la gestion publique. Après le premier recensement biométrique, le ministère de la fonction publique a réussi à détecter plus de 2000 fonctionnaires fictifs et 30 milliards de francs guinéens d'économie à l'État. Aujourd'hui, le ministère de la fonction publique, on se vend aujourd'hui parce que nous ne sommes pas un département qui fait des recettes. Pas du tout. Mais grâce aux efforts des uns et des autres pendant la première phase de l'opération, nous avons pu mobiliser 30 milliards. C'est sur les 30 milliards-là que nous sommes en train de faire les frais de cette opération. Malgré cette prouesse, aujourd'hui le ministère de la fonction publique ne dispose pas suffisamment de pointeuses pour assurer correctement le contrôle des présences des agents au niveau des services. Mais selon Djoumé Kamara, l'État guinéen serait en négociation avec le partenaire financier de ce projet pour l'acquisition des nouvelles machines. Les machines, nous avons manifesté notre besoin. Aujourd'hui, nous sommes avec la Banque mondiale, toujours dans le cadre des mesures d'assainissement, de la modernisation de notre administration publique. Nous avons un projet avec la Banque mondiale, qui est le projet d'acquisition de 150 nouvelles pointeuses. Le nombre qu'on a actuellement est insuffisant. Autre avantage de ce projet de recensement biométrique des fonctionnaires, c'est bien le transfert des compétences. Après cette deuxième phase, le recensement biométrique additionnel, il y aura le transfert de compétences. C'est-à-dire, prochainement, même si on recrutait 10 000 agents, on ne fera plus appel à une autre société. À la fin du contrat, il y aura un nombre de kits que l'opérateur va céder au ministère de la fonction publique, ça deviendra une propriété. Nous avons même recruté plus de 30 agents qui travaillent avec l'opérateur actuellement pour la relève. Donc on n'aura plus besoin de faire un contrat pour appeler notre opérateur pour venir recenser. Ça deviendra comme une activité pérenne du département. À chaque fois qu'on engage, on fait le recensement sur place. Les résultats attendus de cette opération sont entre autres, les effectifs des actifs sont identifiés, la masse salariale des actifs et non actifs est maîtrisée, les données personnelles des actifs et non actifs sont sécurisées et sont à l'abri de toute manipulation frauduleuse et les fiches du personnel sont assainies, harmonisées, sécurisées et intégrées pour disposer d'un seul fichier unique de référence. Tenu cette semaine à Conakry de l'atelier de restitution sur le budget participatif des collectivités décentralisées initié par le consortium des acteurs de la société civile guinéenne, la rencontre vise à mieux préparer les citoyens à la base à aller vers un développement participatif. Diaw Bachir, compte rendu. La synergie d'action des acteurs de la société civile guinéenne a participé du 28 juin au 8 juillet 2017 à une rencontre internationale d'échange axée sur le budget participatif des collectivités au Sénégal. La rencontre de ce mardi est donc une opportunité de faire une restitution des approches, les outils, mais aussi les techniques d'animation reçues. Cabinet Cissé, membre de cette synergie, revient sur l'avantage du budget participatif. Et l'intérêt, c'est que le citoyen est convaincu de ce qu'on fait de son argent, de sa contribution. Alors, ça lui motive de contribuer davantage, à payer plus, même ce que la loi lui demande. Parce qu'il voit le résultat
qui est palpable et lui-même il a participé à atteindre ce résultat. Pour le président de l'Observatoire citoyen de défense des droits de la République, la décentralisation doit obéir à des règles qui permettent aux collectivités d'élire leurs propres représentants. On ne peut plus accepter que l'État nomme des représentants au sein de ces collectivités-là et qu'on soit et qu'on continue à être dans la décentralisation. Si on veut être dans la décentralisation, il faut que les dirigeants soient l'émanation, soit le choix des populations. C'est-à-dire que ce sont les populations elles-mêmes qui doivent désigner qui doit présider à leur destinée. D'où le processus électoral donc à la base. Une occasion pour le coordinateur de la cellule Balai Citoyen de rappeler les nombreux défis et les perspectives à relever par cette synergie dans les mois et années à venir. Il faudrait que l'ensemble de nos structures, de nos techniciens, de nos démembrements ici comme à l'intérieur du pays puissent se pencher sur le budget de ces deux secteurs. En termes d'investissement cette année, qu'est-ce qui est prévu dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, et nous positionnons nos différents démembrements afin qu'ils puissent avoir un audit citoyen, un regard citoyen, comment l'appel d'offres s'est passé, qui a été bénéficiaire, quels sont les contenus de cahier de charges, comment les études sont réalisées. Plus de 400 collectivités en Afrique ont appliqué selon Cabinet Cissé le budget participatif. L'intérêt, c'est que ce sont les populations dans une collectivité territoriale qui décident ce qu'il faut faire de leur budget. Après 2 ministres le mardi, 3 autres ont quitté leur poste mercredi du gouvernement de Mamadi Gula. Il s'agit de Siaka Bari de la culture, Lunseni Kamara de la ville et Sanaba Kaba de l'action sociale. Les 2 premiers sont remplacés, vous le savez, par d'anciens ministres, à savoir Sanusi Bantamaso et Ibrahima Kourouma. Des remaniements partiels qui suscitent des commentaires et font réagir des citoyens. Suivez quelques-uns dans ce reportage d'Essa Alou Yambou. En 48 heures, ce sont au total 5 ministres qui sont débarqués du gouvernement pour céder leur place à d'autres cadres du pays. Le décret du président de la République lu sur les antennes des médias d'État ce mercredi nomme Sanusi Bantamaso à la tête du département de la culture en lieu et place de Siaka Bari. Lunseni Kamara, lui, a cédé sa place à Ibrahima Kourouma au département de la ville et de l'aménagement du territoire. Et pendant ce temps, Sanaba Kaba se fait remplacer par celle qui était jusque-là sa secrétaire générale, Madame Djabi Mariam Silla. Dans l'émission Droit de comprendre, ce remaniement partiel suscite un débat contradictoire entre les auditeurs. Un camp se réjouit du décret. Pour le libosage des ministres qui viennent de se passer là, je suis très content parce que le ministre des Arts et Sports là ne foutait rien. Vous conviendrez que la Guinée doit organiser la CAN en 2023. Jusqu'ici, le président Alpha Condé n'a pas posé la première pierre face à cette situation. Est-ce que le ministre qui était là au pouvoir pouvait faire ça? Il ne parlait même pas de ça, seulement voyage sur voyage là. Ibrahima Kourouma est un cadre compétent. Personne ne peut l'occulter. D'ailleurs, il a géré pendant 6 ans un département aussi compliqué que le département de l'enseignement pré-universitaire. Ensuite, Bantamaso, vous le savez bien, il a été 2 fois ministre avec le professeur Alpha Condé. Surtout que c'est un jeune et bouillant au niveau des questions de jeunesse. Vous savez, le décret qu'il a envoyé à la présidence, c'était par rapport à ces questions de jeunesse et culture. Et un autre exprime sa désolation rappelant la gestion de certains de ceux qui viennent d'être nommés. Il parle de nomination à but politique. Souvenez-vous ce qu'Alpha Condé avait dit à Ibrahima Kourouma, il a bouffé des milliards. Alpha Condé a ramené la même personne, une personne qui a causé du tort au peuple de Guinée. Il y a eu plus de 8 morts. Monsieur Bantamaso, il a été nommé tout simplement le fait qu'il est en train de faire la propagande du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, ils sont en train de nommer des gens par leur appartenance politique. Ils sont en train de faire la médiocrité. Il est en train de nommer des gens qui le soutiennent pour un 3e mandat. Tous ceux-là qui se sont prononcés pour le dire qu'ils ne vont pas le soutenir, il est en train de les enlever. C'est des postes qui sont purement politiques. Parmi les anciens, d'aucuns restent dans la mémoire des citoyens à travers leurs traces. C'est le cas du désormais ancien ministre de la Culture, Siaka Bari. Siaka Bari a laissé son nom dans l'histoire de notre République. La première pierre de la construction de mausolées de nos ancêtres, nos anciens illustres qui ont servi notre pays. Les travaux se poursuivent aujourd'hui dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal. Hier, il a qualifié la Guinée à la CAN,
Kenya 2018. Le décret du président de la République appelle les ministres destitués à d'autres fonctions qui ne sont pas encore connues. Les nouveaux seront-ils à la hauteur? L'avenir nous édifiera. La fondation There is Not Limit a entamé une campagne de sensibilisation pour briser le silence face à la pratique de l'excision en Guinée. Les membres de cette structure étaient face à la presse cette semaine à Conakry pour expliquer les dangers de ce fléau et les stratégies qu'ils comptent mener pour lutter efficacement contre cette pratique en Guinée. Saloum Kondé, reportage. Selon les dernières enquêtes des Nations Unies, 96% des femmes et filles en Guinée subissent l'excision. Le phénomène est surtout beaucoup pratiqué pendant cette période des grandes vacances, révèlent les membres de la fondation There is No Limit. Une tendance qu'ils souhaitent inverser en vue de promouvoir l'intégrité physique de ces filles. Depuis notre arrivée, on a vu beaucoup d'incidents. On était dans un village de Kindia, Modia, où on a vu quelques cas. Mais il y a une semaine, j'étais là en train de filmer un documentaire où j'ai eu une petite fille qui est venue m'approcher pour me dire que sa maman veut la couper. Donc franchement, moi je pensais qu'on ne le faisait plus ou que c'était caché. Mais je me suis rendu compte que franchement, tout ce que les autres ont fait, franchement, c'est la farce, mais ça se passe toujours. Pendant que je filmais mon documentaire, j'ai pris la petite fille pour la mettre aussi dedans et qu'elle dise elle-même, parce que c'est très facile de dire que oui, j'ai rencontré une fille, mais là on a la preuve. La fille elle-même qui dit je ne veux pas être coupée, c'est pas quelque chose de bien. Donc comme nous, c'est la réaction qu'on a fait et là, on va aller voir la famille de la fille pour les expliquer les dangers de l'excision. Même si des familles et des traditions cautionnent encore l'excision en République de Guinée, les risques d'infection restent très élevés, à en croire les membres de la fondation There is No Limit. En premier, il y a des risques d'infection. Quand ils sont en train d'être excisés, il y a des gens qui peuvent faire l'hémorragie et qui peuvent mourir. Mais après aussi, il y a des filles qui ont peur d'aller aux toilettes, donc ils peuvent avoir des infections. Et après ça, quand elles sont en train d'accoucher, les femmes qui ont été excisées ont plus de risques quand elles sont en train d'exciser, d'avoir leur enfant. La fondation There is No Limit est créée en 2008 aux États-Unis et depuis 2012, la structure est présente en Guinée dans le domaine de la santé et l'autonomisation des femmes. Et cette année, elle s'intéresse à la lutte contre l'excision et il suffit d'appeler le 116 pour briser le silence. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations, mais en attendant, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Africa Today Télévision. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien.